il y a 3 trucs que je regarde. 1, le fondamental, donc je veux quand même un projet qui soit solide. Mais pour vrai, c'est même pas le plus important pour moi. Après, il y a le chart, parce que le chart me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ça se voit que tu as momentum là pour le coup. Et numéro 3, c'est le côté justement viralité d'un projet. Donc la psychologie. J'essaye d'avoir des projets qui soient sur leur premier cycle parce qu'on est en découverte de prix et donc du coup, il y a un côté en fait qui est dur à appréhender pour l'humain. Mais comme tu disais tout à l'heure, ça prend une certaine prédisposition psychologique parce que c'est vrai que c'est difficile d'acheter un projet qui a déjà tellement augmenté. Souvent, on a tendance à couper nos gagnants pour renforcer nos perdants parce que c'est plus facile psychologiquement la façon dont on est câblé à l'intérieur. Donc j'essaye de lutter contre cette nature parce que je sais que par nature, l'humain, il est perdant sur les marchés. Donc j'essaye toujours d'avoir cette approche un peu contrarienne, mais pas le contrarien qui te fait devenir fou. Tu dis ah oui, mais donc je pense ça, donc c'est l'inverse de ça et tout. Non, je me dis ok, je sais que naturellement, l'humain veut acheter quelque chose qui est plus bas et a peur quand quelque chose est plus haut. Si j'achète autre chose que du Bitcoin, j'accepte de prendre plus de risques. Donc je veux que ma performance soit supérieure. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Je vais acheter du Bitcoin et basta. Donc je veux des choses qui surperforment Bitcoin. Ça, c'est assez facile de voir si un projet, depuis le début du cycle, surperforme Bitcoin. Il y a des façons de le voir. Tu peux le regarder à différents horizons de temps. Tu peux voir, il y a plein d'indicateurs qui te permettent de le checker. Là, tu n'as pas peur d'acheter la patate chaude, tu vois. Moi, j'aurais vraiment peur d'acheter la patate chaude. Alors, encore une fois, après, il y a un timing sur le cycle. Bonjour à tous et bienvenue, bon retour. Je ne sais pas trop comment je dois le dire, ça fait plusieurs semaines qu'on n'avait pas enregistré et nous voici de retour donc pour un nouvel épisode de Balado 3.0. Donc j'ai le plaisir de vous représenter, si vous nous rencontrez aujourd'hui pour la première fois, François et Christian. Comment ça va les gars ? Super, ça va. Et toi, bien, parfait. Et moi-même, donc Julien, vous avez un peu plus l'habitude de me voir, je pense, sur ma chaîne. Donc, vous allez voir de plus en plus d'épisodes avec nous trois réunis, parce qu'à la base, c'est l'objectif. En fait, on a un projet. On vous a teasé maintes et maintes fois sur le podcast, d'abord qui était juste audio, et puis là, maintenant en vidéo depuis quelques épisodes. Alors, on a perdu un peu le fil de la publication. Vous nous pardonnerez. Le plus important, c'est qu'on reprenne dès maintenant les bonnes habitudes. Il se passe pas mal de choses sur le marché des cryptos actuellement. Donc, on va faire un épisode plutôt dédié là-dessus pour que vous soyez à jour, avoir un peu notre vision par rapport à tout ça. Et donc, sans plus tarder, je vous pose la question, les copains, comment vous vivez ce qui se passe en ce moment sur le marché crypto ? Alors, on va peut-être juste dire qu'on est le lundi 15 avril, qu'on est à une semaine du halving, donc qui va arriver, et qu'on a marqué du coup un nouvel ATH sur Bitcoin avant le halving. Et donc c'est arrivé quand, François ? C'était en mars, c'est ça ? Oui, en mars. Début mars. Mars, ouais. C'était entre fin février, début mars. On était en Espagne à ce moment-là. Oui, il me semble. On était en Espagne à ce moment-là, exact. Donc a priori, moi je suis revenu avant la Saint-Patrick. C'était rentré, donc ça devait être le 1er mars, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose de même. Bon, voilà, ça pose le décor. Donc, on peut commencer par toi, François. Comment tu vis ce cycle haussier ou est-ce que tu as changé un petit peu ta vision des choses ? Comment tu t'es ajusté par rapport à tout ça ? Et puis là, en plus, on a vécu une grosse baisse la semaine dernière. Comment tu t'es positionné là-dessus ? Alors moi, actuellement, je garde une stratégie plutôt value sur mon portefeuille. Donc mon objectif n'est pas de m'éloigner des coin value, de rester en dehors peut-être des narratifs tendances, des projets qui viennent de sortir où on entend vraiment que ces projets-là en fait dans la bouche de tous les autres, et plus aller sur ceux qui ont déjà vécu 1 ou 2 cycles. Et du coup, je vais prendre l'exemple d'Atom, d'Ethereum. Je vais aller sur... Alors, AAV, il a vécu son premier cycle. Du Link aussi, il a vécu son premier cycle. Voilà. Je vais rester dans ces cryptos-là, en termes de value. Et ça va être on va dire, l'ossature principale de mon portefeuille. À côté de ça, vu que moi, je n'ai pas pu réinvestir dans le bas du marché par manque de liquidité, avec mes autres projets, IMO, etc., là, ce que je fais, c'est que je suis un peu à la chasse aux airdrops, donc très attention à ça. C'est pas forcément évident pour tout le monde.
Un novice doit éviter de faire ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques actuellement qui pullulent. Donc il faut faire très, très gaffe. Il faut avoir les bonnes pratiques. Il faut Suivre la les bonnes plupart du personnes aussi. temps suivre les bonnes personnes sur Twitter, suivre les bons comptes sur Twitter. Rechecker 3 fois toutes les choses parce que rien qu'hier, je disais ça à Christian, je me suis quasiment fait avoir à quelques doigts de cliquer sur connecter mon portefeuille sur un site de scam. Et vous voyez, on n'est vraiment pas à l'abri de ça. Donc voilà, mais je fais ça quand même avec conscience. Et donc là, les projets que je farm majoritairement, ce sont des Layer 2 sur Ethereum qui, du coup, ça c'est quelque chose qui est passé un peu inaperçu à travers tous les narratifs Solana et IA et Des intelligence pins, etc. artificielle, pardon, et puis Real World Assets. C'est le fait que la dernière mise à jour sur Ethereum, le IP 1558, je crois, je sais même plus laquelle, ou 88, ou etc., permet maintenant à Ethereum d'être scalable de manière très impressionnante sur ces layers 2. On atteint quelques centimes de frais sur les layers 2 pour passer des transactions. Et du coup, ça a permis aussi de désengorger le layer 1 qui est d'Ethereum. Et donc, du coup, maintenant, on passe des transactions pareilles à un prix qui est relativement beaucoup moins cher qu'avant. Ça reste encore assez élevé. On est plutôt aux alentours de 4-5 dollars. Mais ça reste beaucoup moins cher qu'il y a quelques semaines quand la mise à jour n'était pas passée. Je ne vais pas passer dans la technique, mais en gros, c'est moi ma position actuellement. Je suis déjà un peu rentré dans la technique. Tu es déjà rentré dans la technique, j'allais dire, c'est trop tard. C'est trop tard, je suis désolé, mais c'est mais attends, pour ceux moi, en tout cas qui... Oui. Je vais te guider avec mes questions. Il y a deux points déjà que j'ai envie de soulever, puis après on ira vers toi, Christian. Mais par rapport à ta technique de airdrop, première chose qu'à mon avis les gens doivent se demander, c'est en termes de stratégie. Alors là, on va dire qu'on est là vraiment pour faire de l'argent. Oui, on est conscient, on aime la technologie, tout ça. Mais globalement, on investit tous pour tirer une belle performance. Ta stratégie de airdrop, elle représente quel pourcentage, on va dire, de ta performance globale par rapport à tout simplement holder des coins qui s'apprécient pendant le cycle? Actuellement, je pense pouvoir doubler. Après, c'est toujours très difficile parce qu'on ne sait jamais quand c'est qu'on va se faire airdropper et puis combien le montant. Mais si je prends par exemple ce que j'ai fait sur DYDX, j'avais été airdroppé de 10 000 $ à l'époque pour juste une petite transaction. Alors, c'était l'époque, c'était les premiers airdrops. C'est souvent ceux qui payent le plus. Là, actuellement, malgré tout, il y a toujours des très gros airdrops qui tombent. Là, je parle d'une narrative qui est un peu complexe à comprendre, mais qui s'appelle Eigenlayer, où donc on parle de restaking. Je vous invite à aller voir la vidéo de Asher sur ce sujet. Ça vous permettra de mieux comprendre la problématique de tout ça. Pour faire simple, sur Ethereum, on doit stacker, maintenant que Ethereum est en preuve d'enjeu, on doit stacker de l'Ethereum pour sécuriser le réseau. Et l'objectif maintenant, c'est d'utiliser finalement ces tokens stackés pour pouvoir sécuriser des protocoles et pas juste avoir à stacker ces Ethereum et qui servent à rien sur le réseau, quoi. Parce que c'est vrai que quand on stack son Ether, après, derrière, il ne nous sert à rien si ce n'est à avoir le rendement qu'on recherche. Donc, à travers cette narrative du restaking, il y a plusieurs protocoles qui sont apparus. Et un qui vient de larguer, je ne sais plus combien en termes de montant, mais c'est astronomique, quoi. C'est des très gros airdrops. Je pense qu'on est aussi, pareil, sur des 10 000 $ par airdrop. Donc moi, vu que mon capital actuellement est plutôt de entre 50 et 70 000, là, avec le retracement, je pense plutôt 60. Je pense qu'avec tous les airdrops sur lesquels je suis, je peux doubler mon portefeuille. Ok, actuel. Donc en termes de performance, c'est plutôt intéressant. Et surtout que alors j'ai des dépenses, c'est sûr, inhérentes à faire des transactions sur la blockchain, mais elles restent quand même assez marginales. On va dire que j'ai dû peut-être dépenser, je dirais 1000 à 2000 balles de frais de transaction jusqu'à maintenant sur les différents layers. C'est-à-dire que il y a
ton capital n'est pas immobilisé tant que ça. J'ai l'impression que tu peux considérer avoir une petite partie. Comme tu dis, c'est sûr qu'il y a des frais de transaction, mais par rapport au airdrop, c'est largement en ta faveur en termes d'espérance de gain. Le vrai risque, il est effectivement de tomber à un moment donné sur un lien malveillant et de te faire siphonner ton wallet. Et le vrai coût, il n'est pas tant financier, mais temporel sur la recherche des airdrops qui sont intéressants. Effectivement, de faire de la recherche, je sais que ça te prend pas mal de temps. Donc, ok, ça répond à cette question-là. C'est ça. Et par rapport, tu parlais tout à l'heure d'être positionné sur des value coins. Je pense que là encore, les gens qui nous écoutent probablement se posent la question, mais du coup, comment on détermine la valeur d'un projet? Alors là encore, je ne veux pas que tu partes trop complexe, essaye de répondre de façon assez simple. Je vais essayer de répondre le plus simple possible sur J'ai compris que tu voulais un projet qui avait fait ses preuves dans le temps, qui avait vécu un ou deux bear market pour montrer que voilà, le projet est là, la team continue de builder là-dessus. Mais comment tu détermines? Est-ce que tu prends le plus haut atteint sur le projet, là où on est positionné, tu traces une ligne entre les deux et tu te dis bon, c'est la valeur moyenne qu'on devrait avoir et on en est loin, on est en bas. Comment tu regardes ça? Alors je regarde l'écart type. C'est sûr que si mon projet est en bas de l'écart type, un écart type, je vous rappelle, c'est qu'on a une valeur moyenne, donc une moyenne mobile classique, et on va mesurer une divergence, finalement, une volatilité du prix par rapport à finalement cette moyenne. Donc elle peut être plus haute ou plus basse. Plus on s'éloigne de cette moyenne, et plus du coup on est volatile et on est proche de ces bornes d'écart type importants. Donc l'objectif, c'est plutôt d'acheter, si le projet est bien sûr intéressant, un projet qui est sous-évalué, c'est-à-dire il faut qu'il soit performant, il faut qu'il serve à quelque chose, parce que si c'est un projet qui va mourir, ça ne sert à rien de l'acheter parce qu'il est sous son écart type basse. C'est possible qu'il aille à zéro. Mais s'il a vraiment une valeur intrinsèque et que le marché n'a pas compris encore peut-être l'utilité de ce token, ou qu'il n'a pas potentiellement totalement délivré tout ce qu'il devait délivrer et que les gens attendent finalement des améliorations à ce niveau-là, et potentiellement on peut avoir des tokens qui sont vraiment bas au niveau de leur prix, mais qui par rapport à leur valeur moyenne, en fait, ils ont beaucoup à parcourir. Jusqu'à leur ATH, j'en parle même pas. Et donc après, si en plus il y a de l'euphorie et il y a une spéculation derrière, là c'est encore autre chose. Donc actuellement, il n'y a pas forcément beaucoup de coins qui sont comme ça. Moi, ce que je regarde en gros, c'est vraiment 3 points. Je regarde le fondamental, le charts et la psychologie. Et en fait, c'est ces 3 points normalement qui doivent permettre de donner une décision si ton coin il est value ou pas, si tu dois rentrer ou pas. Et après, je réfléchis en termes de profil d'investisseur et sur à qui on parle actuellement sur ce cycle. Moi, mon point, il est de dire que le cycle qui arrive, ce sont des pragmatiques qui arrivent. Et donc, ce sont les bons pères de famille. Les bons pères de famille, je ne pense pas qu'ils vont acheter des mêmes coins sur Solana. Ils vont plutôt acheter du value coin. Et donc, c'est pour ça que je me positionne sur ça, alors que pour l'instant, ce n'est pas forcément le bon truc. Du coup, en termes de psychologie, est-ce que tu as une vision contrarienne en disant, parce que si je regarde des projets comme EOS ou EGLD par exemple, qui sont extrêmement boudés par la communauté, alors il y a des fans hardcore qui continuent de jurer que par ça, mais il y en a beaucoup qui disent avoir vendu pour avoir switché à d'autres coins. Est-ce que ça pour toi c'est un signe d'achat où tu te dis ok là on est arrivé à un max pain et potentiellement ça va rebondir? Exactement. En fait, je revois la courbe. Je ne sais pas si vous voyez la courbe. Au pire, on pourra peut-être l'insérer sur la vidéo. Si c'est toi qui fais le montage, peut-être. De cycle de hype. Et en fait, on a toujours ce positionnement où en fait, on sort d'un cycle de hype avec une traversée du désert. Avec un bear market, une traversée du désert et un max pain. Et ce max pain, c'est souvent où tout le monde va dire ton token, c'est de la merde. Et en fait, si vous regardez ça, c'est tout le temps le cas. C'est-à-dire que y a toujours cette réflexion-là. Quand le token, il s'envole, l'équipe est merveilleuse, le projet est merveilleux, tout va bien, c'est le monde des bisounours. Et quand le token se casse la gueule, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Moi, je me rappelle encore, il y a 1 an et demi, où c'était impossible de stacker ces EGLD parce que tout le monde voulait en avoir, tout le monde voulait le stacker. Voilà, moi je regarde le nombre de... Alors c'est plus sur la partie fondamentale, je regarde le nombre de développeurs sur la chaîne, je regarde ce qu'ils sont en train de build, je regarde leur communication. Ah oui, ok, il y en a, je peux comprendre que ça peut énerver sur certains points, mais en fait, quand on y réfléchit,
et qu'on met les stats à côté, il y a potentiellement un intérêt à se positionner sur ce type de projet, un peu de manière contrariant. Je l'accorde, mais je pense que son capital est plus protégé, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la problématique, c'est quel investisseur vous êtes. Il y a plusieurs types d'investisseurs. Il va y avoir ceux qui vont faire les VC. Alors les VC, je vous arrête tout de suite, la plupart du temps, les VC, ils achètent bien avant des particuliers. Ils achètent quand le token vaut rien du tout, mais vraiment rien. Donc je pense que cette notion-là de VC n'est pas possible en crypto ou de manière semblante. C'est-à-dire, en gros, je vais prendre 100 balles, je vais prendre 1000 balles et je vais mettre 100 balles sur 10 coins différents dans la même narratif, et puis il y en aura bien un qui va partir. Mais bon, si vous tombez sur les 10 mêmes coins qui servent à rien, vous êtes un peu baisé. Ensuite, on va avoir le momentum. Donc ça, c'était, je pense que c'est plutôt ton profil, Julien. Donc on va chercher le momentum, on va chercher le token qui va partir. Parce que il y a du mouvement à ce moment-là, il y a le narratif qui part, il y a tout le monde qui en parle. Et le problème, c'est que souvent, les particuliers, quand ils connaissent pas trop ce domaine, et puis même quelqu'un comme moi, ça fait quand même 7 ans que je suis sur le marché, et au niveau de ma psychologie, je maîtrise pas tellement ça, et souvent on arrive en retard. C'est-à-dire que c'est un peu comme les VC, même si on peut déjà un peu mieux se positionner, souvent on arrive en retard, il faut être là au tout début du cycle, il faut avoir pris des bagues faut avoir fait du DCA sur cette stratégie-là pour pouvoir. Il faut bien timer ses sorties de position, et ça c'est très compliqué aussi, parce que les entrées sont compliquées et en plus les sorties sont compliquées. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le momentum que je conseille aux débutants. Et selon votre psychologie, c'est peut-être pas forcément le bon truc. Moi, je sais que ma psychologie, je suis pas bon là-dedans. Donc, je préfère m'écarter. Et puis après, on va voir donc le growth en termes de profil, psychologie, value, pardon. Et puis le dernier, je l'ai plus, mais c'est pas bien grave. Mais voilà, en gros, en fonction de votre casquette, il faut voir les choses différemment. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. Non, c'est bien, ça répond à la question. Merci François. On va aller vers toi, Christian. Du coup, peut-être rappelle-nous rapidement, c'était quoi ta stratégie depuis le début du cycle, et est-ce que pour toi il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu t'es ajusté, ou est-ce que tu continues tout simplement dans la même ligne? Non, clairement, j'ai opté à des nouveautés, en fait, des changements dans ma façon de gérer mon portefeuille, fort de l'expérience que j'avais de l'ancien bull run, où j'étais plutôt, on va dire, assez immobile. C'est-à-dire que je me souviens au tout début, comme je l'avais expliqué dans d'autres épisodes, j'avais fait un all-in sur XRP à l'époque. Et puis après, c'était comme, voilà, j'attends, et puis en espérant qu'il décolle. Et j'avais pas tant diversifié que ça. Et puis après, alors après, c'est pas tout à fait vrai, ça a été au tout début de l'ancien cycle. Mais après, j'avais fait l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'on me parlait d'une coin, je disais, ah ouais, on sait jamais, je vais mettre des billes dessus. Et puis à chaque fois, je faisais ça, à chaque fois qu'on me parlait d'une coin. Donc vous imaginez le nombre de bagues que j'avais. Je crois que je devais être à 40 cryptos, sans déconner si c'est pas 50, avec 200 euros sur chaque. Donc voilà, forcément, je diluais mon capital. Et donc forcément aussi, je maximisais mon exposition au marché. Alors des fois, j'avais des belles surprises. J'en ai eu, EGLD en a fait partie, et d'autres, mais forcément, c'était sur des petits montants. Là, j'ai compris une chose. L'autre jour, je suis tombé sur une citation de Warren Buffett qui disait que le fait de se diversifier, de se surdiversifier, c'était une sorte d'antidote à l'ignorance. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est que quand on prend le temps de creuser, chose que je ne faisais pas avant, peut-être que par exemple sur une narrative IA, on va pouvoir ne pas s'exposer justement à toutes les coins IA, et on va peut-être faire un tri dans celle-ci en se disant j'aurais tendance à plus me positionner sur celle-ci et celle-ci parce que l'historique du projet, parce que tout ce que ça coche comme case, parce qu'il va peut-être y avoir également, je sais pas,
la tokenomique, etc. Bon, on va pouvoir regarder plusieurs projets, plusieurs éléments du projet pour pouvoir se dire, ok, et là, avec plus de connaissances, plus d'informations sur le projet, on va pouvoir peut-être moins s'exposer et prendre des décisions plus, en tout cas, faire des paris, parce que ça reste, on ne sait pas, on n'a pas l'avenir, mais par rapport à ce que les entreprises communiquent et les promesses qu'elles font, on va pouvoir être en mesure de se dire, je vais peut-être plus aller là, peut-être aller prendre 1-2 projets. Il faut quand même avoir un peu de diversification. Moi, maintenant, j'essaye d'être sur 5, 10, allez, 15 projets max. J'aimerais revenir sur 5. Là, j'ai fait un beau nettoyage. Et du coup, là, je vois clairement les différences. Déjà, c'est beaucoup plus facile à gérer. Là, sur ce bull run-là, je parle d'aujourd'hui, là. J'ai moins de trucs à regarder à droite à gauche. Je peux être plus concentré. Moi, j'avoue que dans ma façon d'investir, je suis plutôt un visionnaire. J'aime projeter en fait de l'impact que pourraient avoir certaines coins dans la vie de demain. J'aime quand elles sont concrètes et qu'elles s'incarnent dans la réalité, donc ça peut concrètement changer des façons de fonctionner ou des besoins qu'on va avoir dans les prochaines années. Donc j'ai quand même un côté conservateur comme François, clairement, sur des projets. Je pense que c'est important d'en avoir sur une partie de son bag pour sécuriser, parce que de toute façon, tout ce qui est layer 1, layer 2, c'est la structure. Donc, elle va drainer de l'argent et du flux sur le bull run, c'est une certitude. Après, j'ai l'impression qu'il y a comme des catégories dans toutes ces crypto-monnaies, des familles. Et après, ça va être une question de timing. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt sur le bull run long terme ou court terme? Et des fois, j'étais un peu, et je vais venir sur ce point-là qui me paraît important, une prise de conscience que j'ai eue ce week-end, c'est que si on a des coins qu'on possède dans son portfolio qui sont, admettons, je dis n'importe quoi, mais des coins, par exemple, de même coin, des coins plutôt spéculatifs. On prend des paris, clairement. Mais que nous, dans notre façon de fonctionner, on n'est pas un spéculateur. Et du coup, on a quelque chose d'incohérent entre notre psychologie, qui on est nous, et le portefeuille qu'on a. Et donc là, ça peut être très difficile à vivre. Parce qu'il va y avoir un décalage, en fait, et on ne va pas être à l'aise, ça va nous faire jouer plein d'émotions qui ne vont pas être agréables. Plus on va avoir un portfolio qui ressemble à notre psychologie, plus je pense que en fait, les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturelles. Et je pense que des fois, j'ai voulu être trop conservateur, ce qui faisait que du coup, ça allait pas assez vite à mon goût. Et du coup, j'étais sur des projets solides, mais qui forcément, on allait chercher un x2, x3, mais on n'allait pas chercher des gros multiples. Et donc, encore une fois, c'est pas de faire tout ou rien, c'est toujours nuancé, et je me rends compte que c'est vraiment une philosophie de la vie. Bien sûr. C'est de se dire, est-ce que je peux pas mettre 30, 40, 50% sur des choses qui vont être vraiment solides, layer 1, layer 2, des projets, on sait que je ferai un x2, finger in the nose, et encore une fois, on sait pas, mais normalement, si tout se passe bien, c'est une évidence. Par contre, pourquoi pas aller sur 30% ou plus de son bag, chercher des projets où on sent qu'il y a de l'afflux, en fait. Parce qu'il faut revenir sur un point qui est quand même important, c'est que on a des fois des coins, juste il y a un bon marketing, il y a la narrative qui est là, il y a du flux. Et l'argent va là où il y a du flux. Et le projet, des fois, n'est pas forcément viable. Et on voit des projets qui sont là, qui délivrent, qui sont au taquet, ils cochent toutes les cases et ils décollent pas. Et des fois, c'est horrible de se dire, je suis sur ce projet-là. Alors, après, si le marché réalise et réaligne et réajuste les prix, on est génial, on est au bon endroit. Mais en attendant, on peut se retrouver avec plein de trucs qui montent à droite à gauche. Et moi, je pense que du coup, ça me faisait prendre des actions qui n'étaient pas, efficaces, efficientes. Oui, parce que du coup, après, je faisais de la merde, en fait. Après, je spéculais sur la fin du bull. J'essayais de rattraper le retard que je pensais avoir pris. Alors qu'encore une fois, il faut être OK avec le rythme qu'on a. Il faut être clair aussi sur ses objectifs. Enfin bref, toutes des choses qu'on a déjà dit. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi, ce point-là, de se dire comment je peux, par rapport, parce qu'encore une fois, on n'est pas conservateur, spéculateur, on a un pourcentage de plusieurs profils, bien comprendre quel est le profil qui domine par rapport à d'autres, et puis essayer d'avoir un portefeuille qui va venir nourrir finalement ces différents profils pour pouvoir être vraiment aligné, en fait. Et moi, j'aime bien chercher les nouveaux projets, commencer à m'intéresser. Là, il y a des choses qui se passent aussi sur Bitcoin qui sont assez incroyables. On est en train de marquer l'histoire. Bref, des choses comme ça qui m'inspirent de plus en plus sur ce bull run. Donc là, je m'ouvre plus, je reste moins fermé sur mes positions et j'essaye d'avoir des choses solides, mais en même temps d'être à l'écoute et tout en étant très attentif aussi, parce que comme on l'a dit, on n'est pas à l'abri des scams et des erreurs. Et là, il n'y a pas besoin de faire 2 fois l'erreur, hein. Une fois, ça suffit et derrière, la partie s'arrête.
Ouais, la quenelle est jamais très loin. Je te laisse félicite. réagir, François, et puis j'ai une question pour Ouais. toi après question. Je te félicite, Christian, parce que je pense que j'ai pas été assez nuancé dans mes propos. Et bien sûr, il faut se laisser la part de... On n'est pas seulement une type d'investisseur, on a plusieurs types d'investisseurs en nous. Moi, je sais que je suis un peu vicié aussi au fond de moi, donc je vais chercher souvent des pépites. Moi, c'est souvent ce que je fais au début de cycle. C'est plus à faire en Même début. encore actuellement, là, je creuse énormément des nouvelles narratives qui n'ont pas encore explosé ou qui ont déjà explosé, mais du coup, je regarde les concurrents qui arrivent. Je sais pas, par exemple, Celestia, il y a un de ses concurrents, en tout cas, concurrents, on va dire, je pense qu'ils vont se partager le marché sur ce qu'on appelle la data availability, qui est super important. Hein. C'est la capacité au blockchain de pouvoir enregistrer toute l'information, toute la data des transactions qui se passent sur le réseau. Il y a le protocole Avail qui va arriver et qui va sortir son token, et je suis le premier à utiliser le testnet, à regarder comment ça fonctionne. D'ailleurs, la partie airdrop est un peu très vicie, finalement, dans la manière dont je l'approche. Et donc, tu as tout à fait raison. Le point où je voulais venir surtout sur la particularité du momentum, c'est que, en fait, il faut pas se le cacher. La majorité des investisseurs risquent de se prendre les pieds dans le tapis. Parce qu'on le sait, l'être humain, majoritairement, il est greedy. L'investisseur lambda, on le voit sur les CFD, il y a plein d'informations qui sont données là-dessus qui montrent que 80% des investisseurs sont perdants. Il me semble, à mon avis, que ce leitmotiv de HODL reste pour moi, pour un débutant, la meilleure solution. C'est pour ça que je pense que le débutant doit avoir à minima 60 à 70%, voire 80% de son portefeuille sur des coins qui sont value, plutôt que d'essayer de naviguer sur du momentum. Ou par exemple, quand il va vivre des journées comme on a vécu vendredi et samedi avec des liquidations en cascade où le marché il fait moins 35%, c'est sa psychologie qui va péter une coche. Pour la plupart des investisseurs en tout cas, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup qui doivent réussir à tenir ce type de psychologie. Autant, j'ai quand même envie parce que je me suis posé la question, est-ce que les coins qui s'étaient moins appréciés dans le cycle, est-ce qu'ils ont été épargnés par la baisse? Et si tu vas voir justement Atom a baissé autant que les autres, en vrai. Ça dépend. Il a pris son moins 25% comme tout le monde. Hein. Un peu moins sur les premières chutes, mais pas celle de vendredi samedi. Sur les premières chutes, il avait un peu moins baissé. Là, j'avoue qu'il a pris quand même cher. Donc je pense que je ne capte pas. Tu te mets pas à l'abri complètement quand le marché dévisse. Le marché dévisse d'une façon ou d'une autre. Le seul truc, c'est d'être sur Bitcoin. À la limite, la baisse sera moins grande. Même Ethereum a pris cher quand même pour un coin aussi. Mais c'est normal. Il a quand même c'est normal. En fait, j'ai pris conscience et j'en avais fait partie sur le cycle dernier. Un petit peu sur ce cycle-là, mais j'ai fait ça plus intelligemment que l'ancien bull. C'est que, en fait, beaucoup de gens aujourd'hui font du leverage sur Ethereum. Parce que c'est ils en font pas tant sur Bitcoin, c'est vraiment sur Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'ils sécurisent un bail qui peut potentiellement faire x10. Allez, on va être conservateur. Peut-être moi, je pense un x10, ça me paraît raisonnable. Et derrière, ils vont pas rester bloqués là-dessus et ils vont prendre des ETH là avec Lido où ils vont faire du restacking sur du restacking. Et c'est ça le problème, c'est que derrière, après, ça fait des liquidations en cascade et c'est là où ça devient dramatique. Et là, je pense qu'il y en a plein qui ont dû perdre beaucoup d'argent. Donc ça aussi, il faut être très attentif sur les moyens qu'on utilise pour se rendre à notre objectif. Exactement. Parce que ça peut être vraiment un problème. Là, j'imagine peut-être des personnes qui ont perdu toute leur bague alors que le bull run n'a même pas commencé. Ça, c'est horrible. Je me mets à leur place. Ça doit être catastrophique. Attention, je parle de liquidation. La all season n'a pas commencé. La all season n'a pas démarré. La all season n'a pas commencé. Pour moi, le bull run, il a quand même commencé. Bon, on n'est pas tous d'accord avec la sémantique. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Le plus gros reste à venir. Le plus gros reste à venir. Quand on sait que là, on a des injections par les ETF, qu'il va y en avoir de moins en moins en circulation, il va y avoir clairement un repricing event. Et du coup, forcément, à un moment donné, le marché va devoir réaliser que les choses ne vont
suffiront pas. Et il va falloir... c'est clair, et d'ailleurs... Ça va être, à mon avis, ça va être dingue. Et sachant qu'en plus, petite avec actualité... Terra Luna, avec tout ce qui s'est passé, EFTX, etc., je pense que clairement, ce bull run va être un peu en compensation de l'ancien. Enfin, je sais pas, c'est une sensation que j'ai, qu'on n'avait pas fini quelque chose sur l'ancien bull, donc il risque d'être assez performant. Ce serait pour beaucoup de coins, ce serait une vague 5 étendue. Je ramène sur les vagues d'Elliott, pour ceux qui sont intéressés. La vague 5 étendue, c'est en fait le mouvement des prix peuvent se décomposer en 5 vagues, et potentiellement, là, ça serait la dernière vague qui serait la plus importante, ce qui n'est pas tout le temps le cas sur la majorité des actifs, comment ils s'apprécient. La plupart du temps, c'est sur la 3e vague que ça s'apprécie beaucoup. Et je voulais juste finir sur un point que j'ai peut-être pas précisé pour nuancer encore un peu plus, c'est que oui, il y a l'adéquation investisseur, wallet, portfolio. Qu'est-ce qu'il a dans son portfolio? Est-ce que c'est cohérent entre les coins? S'il est conservateur, il ira plutôt justement en effet sur des choses très solides, fondamentales. Il ira sur Bitcoin, il ira sur ETH, etc. Et puis s'il est plus, on l'a vu, spéculateur, il prendra peut-être plus des coins. Et puis bon, je vais à l'essentiel, mais voilà, on pourrait nuancer ça pour chaque profil. Mais après, il y a aussi une question qui est essentielle, c'est quel est l'objectif que je vise? Parce que j'adore, et je suis de plus en plus des youtubeurs, et ils font des analyses de portfolio, et pas que portfolio crypto, c'est-à-dire qu'ils vont sur ce que tu m'avais présenté, François, la Finari, et du coup ils voient les actions, ils voient qu'est-ce qu'ils ont en IBO, ils voient vraiment tous leurs investissements global, et qu'est-ce qu'ils ont dans les cryptos, et ils disent moi je cherche à faire un x5 sur ce bull run, et on voit qu'en fait en crypto ils ont limite que des trucs hyper dangereux, où en fait il y a beaucoup de volatilité, ils vont sur des narratifs, alors qu'en fait s'ils veulent juste faire un x5, en vrai ils mettent 20% de Bitcoin et puis tout le reste en Ethereum, et je pense que ça suffira largement. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher des narratifs dangereuses. Par contre, quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire un x10, et puis que derrière, il est que sur du Bitcoin, il est que sur de l'ETH, il y a un problème. À un moment donné, il faut aussi manager son risque et se dire, là, potentiellement, est-ce que je peux atteindre cet objectif-là avec le bag aussi que j'ai, parce que si on a 50 000 euros ou si on a 100 000 ou si on a 200 000, on ne va pas prendre les mêmes risques aussi. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en considération. Il y a les deux. Il y a effectivement, tu as raison de le dire, d'aligner le potentiel des coins que tu possèdes par rapport à ton objectif, mais aussi de ne pas se mentir sur est-ce que je suis prêt à vivre le chemin qui m'attend. Parce que typiquement, moi je vois tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, t'inquiète, je suis prêt. En fait, je suis prêt pour le 10x, mais je ne suis pas prêt pour la volatilité que je vais me prendre dans la gueule quand le marché va corriger, comme on a vécu la semaine dernière. Donc ça, il ne faut pas vous mentir à vous-même. Et si vous n'êtes pas prêt à entre guillemets, encaisser un moins 30, moins 40% temporairement, on ne parle pas d'effet de levier, on parle juste en spot. Si psychologiquement c'est trop violent pour vous, vous allez sortir, et vous allez sortir au pire moment. Là, on voit il y a plein de coins qui ont rebondi, qui ont même dépassé le moment du décrochage, et donc on est en positif. Et si vous êtes sorti en bas, vous venez d'imprimer la perte, et vous venez de manquer un rebond de 50% sur certains coins. J'en ai parlé ce matin. Donc ça, c'est vraiment effectivement être vigilant par rapport à ça. Et tu parlais tout à l'heure des pertes, des effets de levier aussi. J'en ai parlé dans ma vidéo d'aujourd'hui, donc si vous regardez, normalement l'épisode sera publié vendredi, donc c'est la vidéo que j'ai publiée lundi. Il y a un tweet que j'ai repartagé, qui moi personnellement est venu beaucoup me toucher. Et en fait, c'est quelqu'un qui a perdu plus d'1 million de dollars. Et il était tu l'as vu, Et alors, c'est dramatique parce qu'à la fin, il parle même de suicide et tout ça. Donc là, il y a toute la communauté qui est venue, qui lui a écrit. C'est quand même chargé émotionnellement comme tweet. Mais le gars, il est là depuis 2017. C'est pas un débutant. Il sait très bien. En plus, il s'est rendu 1 million en partant a priori avec un petit capital. Si tu remontes et que... Moi, je le connaissais pas, mais j'ai fait un peu mes recherches. Donc, tu dis, c'est pas un débutant. Il était sur un effet levier x3. Alors, sur PP, bon, c'est sûr qu'il a pris quand même des chances en se mettant sur du meme coin. Mais de base, moi j'ai vu des gens jouer avec des effets de levier beaucoup plus gros que du x3, et voilà, il s'est fait éclater la gueule parce qu'il y a eu un moment de fatigue, de trucs, il s'est dit je verrai demain, il est parti se coucher, 6 heures plus tard il avait perdu son million. Donc attention à ça vraiment, c'est sûr que comme tu disais, c'est dommage de sortir maintenant. Le meilleur c'est encore de rester en spot parce que là vous pouvez... au pire, juste arrêter de regarder les graphiques et revenir plus tard. Je pense que tu as tout noté, Julien, là-dedans. Et en fait, chacun va avoir son appréhension au risque. Et je pense que je veux vraiment avertir en fait, les investisseurs. Je ne dis pas que la value
c'est mieux que le momentum ou que c'est mieux que oui, le non, VC, puis on partage Voilà, des c'est ça. idées là. Voilà, c'est ça. Moi, je on veux, vous dit pas je veux quoi faire, de vraiment toute que la manière. personne, elle entende que potentiellement en value, elle a juste à acheter. Parce que vous voyez, moi, je suis quelqu'un de très technique, je parle beaucoup. Je pense il y a plein de trucs. Des fois, vous dites, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. et en fait, au final, ce que je reviens souvent, c'est à la base. En fait, j'essaie de redescendre toujours finalement de la montagne et dire, mais si là, je devais recommencer à zéro et que je voulais me lancer dans les cryptos, mais en vrai, la réalité, je partirais sur un Ether Bitcoin 50-50, je mettrais sur ma ledger, basta, bye bye, je hold mes coins pendant 5 ans, je suis sûr qu'à la fin, le mec, il aura fait plus d'argent que nous. Des fois, hein, c'est vrai, t'as raison. Possiblement. Possiblement. Après, Mais ça aussi, c'est un faut point pas se le à mentir. regarder. 99% des coins vont mourir. Oui. Ouais. Mais moi, je vous en parlerai dans mon approche après. Je vais quand même. Je pense qu'il y a le temps aussi quand même qu'on faire est un point prêt à là-dessus. consacrer, hein, parce que ça, vous en aviez parlé un petit peu au début de cet épisode, mais clairement, le temps reste aussi important. Hein, c'est peut-être la valeur la plus précieuse qu'on a. Et moi, je vois clairement, si tu veux t'informer sur tout, etc., et que tu as un job à côté, eh ben, tu peux pas te permettre, en fait. Les airdrops, ça prend du temps. Il faut valider, il faut regarder, il faut être attentif. Tu peux pas faire ça par-dessus la jambe. Et donc, du coup, il faut être aussi très réaliste sur combien de temps vous allouez à votre investissement. Parce que si c'est genre 1 heure par semaine, forcément aussi, votre stratégie, vous allez devoir la revoir. Et vous allez peut-être pas prendre certaines choses, certaines décisions. Parce que... et par rapport à votre portefeuille aussi. Comme tu disais, le portefeuille va beaucoup impacter ta manière de réagir. C'est-à-dire que si en plus tu commences à suivre des gens qui sont sur des airdrops, qui te parlent de trucs, moi je le vois bien, mon feed il est rempli que de ça. Comment j'ai transformé 70 balles en 700 000 balles ou en 7 millions. Et puis tu commences à regarder, puis tu commences à comparer, puis tu te dis bah allez vas-y je vais commencer à faire du momentum, et puis après je vais commencer à putain ça va pas assez vite, je vais faire de l'effet de levier, et puis là c'est parti en psychologie, et ça va très très vite, on se rend pas compte, mais quand on est débutant, enfin, moi je sais que j'ai cette psychologie qui flanche. Et vous voyez, moi, je fais quand même un peu quelques trades spéculatifs. Bah là, ouais, moi, je me suis fait liquider. J'ai conscience de ça. Je me suis fait liquider vendredi, samedi. Mais c'est OK, parce que je l'avais calculé, c'était mon stop. J'avais de la liquidité de côté. J'ai pu réinvestir sur les bas, en fait, sur le point bas, en spot. Donc voilà, j'ai essayé de jouer le jeu, à gagner plus vite que la musique. Et bah, la musique, elle m'a rappelé à ma façon, tu vois. Elle me dit, OK, tac, fais attention. Donc ça va que je sais risquer, et que ça fait 7 ans que je suis sur le marché, et que bah voilà, c'est 2000 balles, c'est 2000 balles. Et que par rapport à mon portefeuille, c'est totalement cohérent. Mais c'est quand même 2000 balles. Et un débutant, c'est pas 2000 balles qu'il va perdre. Et c'est pour ça que je veux pas véhiculer un message qui serait pas le bon pour un débutant. Je veux vraiment que le débutant il comprenne que c'est risqué les cryptos, et que la première chose à faire, c'est peut-être déjà de comprendre ce que c'est qu'un portefeuille long terme, ce que c'est que l'immobilier, ce que c'est que plein d'autres choses. C'est un bon rappel. Et d'ailleurs, on vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous voulez en apprendre plus, parce que c'est des thématiques qu'on aborde. Puis, c'est un peu l'objectif de la chaîne, c'est de vous aider à monter en puissance sur votre finance personnelle. Autant là, on parle de crypto parce que c'est le moment. Autant quand on va être en bear market, on vous parlera d'autres choses. On vous parlera d'immobilier, on vous parlera d'actions. Donc, on essaye de suivre le marché, l'actualité, et surtout d'avoir un message qui soit le plus possible ouvert à tous, quel que soit votre niveau, et qui soit dans la mesure, parce qu'on ne veut pas non plus véhiculer des messages d'excès, parce que tu pars vite là, en fait, dans la comparaison, et après, c'est ça qui va driver une mauvaise psychologie, donc des mauvaises actions et donc des mauvais résultats. Moi, je voulais souligner, Christian, vraiment la maturité que tu as gagnée sur ta psychologie par rapport au dernier cycle. Je te félicite, franchement. Là, ce que tu as dit, je trouve que c'est vraiment beaucoup de valeur que tu nous as délivré. Je voulais juste terminer avec une question. Après, je vous parlerai de ma stratégie à moi. Avec plaisir. Je sais que, pour te connaître, que tu avais de la misère à te détacher ensuite de tes projets. Parce que tu avais un côté collectionneur. Comme tu disais tout à l'heure, tu as un côté où tu t'attaches au projet, ouais, c'est ça. Tu t'attaches au projet parce que justement, tu as un côté visionnaire aussi, et puis la vision, elle ne se réalise pas en un cycle nécessairement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé des stratagèmes pour un petit peu te détacher de ça, être capable de vendre, prendre tes profits? Est-ce que ça t'a aidé de trimer justement ton bag à moins de coins pour avoir je sais pas, une meilleure gestion, ou est-ce qu'au contraire ça a empiré le phénomène parce que comme tu en as moins, tu y es encore plus attaché? Je suis curieux de t'entendre là-dessus.
En effet, tu touches à un point sensible. Pour moi, il y a 2 points d'amélioration dans ma stratégie. Enfin, il y en a peut-être plus, hein, mais en tout cas, les 2 dont je suis conscient aujourd'hui. Il y a en effet ce point-là, et d'ailleurs, il se traduit aussi dans ma vie personnelle, hein. Je le vois, j'ai quand même encore beaucoup de choses à jeter dans ma vie qui m'encombrent, et je le sais, j'ai tendance à avoir de la misère à me débarrasser des choses. Et c'est vrai que je le retrouvais dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que des fois, j'avais des trucs que je gardais, et puis là, à un moment donné, je sais pas quelle mouche m'a piqué. J'avais envie d'y voir plus clair, en fait. J'avais une envie de minimalisme parce que ça devenait trop, en fait. Il y avait trop d'infos, trop de bruit. C'est les impôts, ça, qui t'ont donné envie. Bah, peut-être, je sais pas, mais j'avais envie d'avoir un truc sharp, mon petit wallet, mon petit truc, mes quelques lignes, et puis de comprendre qu'en fait, des fois, j'étais content parce que j'avais peut-être fait, sur des coins 20-30% sur une journée. Mais je me suis dit, imagine, là, t'as pas 2000, t'as 5000, t'as 10 000. Parce que c'était possible. Aujourd'hui, je suis en moyenne autour de 50 000. Ben, je pourrais, sur 5 projets, avoir 10 000 ou après avoir à nuancer. Mais en tout cas, vous voyez un peu l'idée. C'est-à-dire qu'encore une fois, plus on est concentré, sans être non plus all-in sur un projet, j'aurais pu avoir finalement une plus grosse performance. Et parce qu'en fait, j'ai tendance à bien flairer les projets. Franchement, hein, sur la plupart des projets sur lesquels je suis dans le vert. Il y a très peu de projets où après voilà, il y en a où je suis un peu en négatif, surtout là avec ce qui s'est passé, mais en vrai je sais que c'est une question de temps et franchement d'ici la fin du bull run c'est sûr je reviendrai positif. Mais des fois par amour sur un nouveau projet et puis des projets qui commençaient à me saouler parce qu'en fait il se passe rien quoi, c'est genre le film ennuyeux, je préfère en fait dire on fait une pause, je vais injecter un peu de produit comme ça me rassure, sans être dans du FOMO non plus, hein. Attendre des bonnes entrées d'ouverture, et quitte à diluer, même faire plusieurs entrées. Ça, c'est ce que je recommande toujours, parce que franchement, des fois, on a tendance, si on met tout d'un coup, on se fait avoir. Du dessert. Et d'ailleurs, je tease tout de suite, mais en fait, ça fait lien aussi tout de suite à mon deuxième point que je veux corriger, c'est que là, clairement, j'ai subi la chute. Je l'ai subi, alors... Je suis content parce que par rapport à l'époque, avec des effets de levier, mais je parle même pas, des gros effets de levier sur trading, etc., je me serais fait liquider, clairement. Comme j'ai pu le vivre à l'époque. J'avais qu'un effet de levier 2. Hein. J'étais pas, voilà. Oui, en plus, toi, t'étais un levier compliqué. Ouais, c'est ça. 2, c'est rien. 2. Moi, j'avoue que j'ai testé le 100 juste pour voir, mais bon, c'était pour rigoler. C'était à l'époque, j'avais mis $100. Voilà, je voulais vraiment vivre l'expérience. Franchement, c'est sensationnel. Hein. Mais voilà, là, c'est derrière moi. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, OK, le point d'amélioration que je me donnerais autre que apprendre à mieux lâcher, mais c'est trouver, en fait, il y a 2 choses. Donc, trouver cet équilibre, en fait, je pourrais faire un parallèle avec les relations amoureuses, tu vois, c'est le gars qui va être hyper accro, mais trop accro, en fait, même lourdingue, en fait, genre hyper possessif sur une personne, une relation, et puis à l'inverse, celui qui s'en fout et puis qui va être sur 10 relations par jour, quoi. Et je pense que là, c'est peut-être un équilibre aussi à trouver, parce que si on va sur une coin, parce qu'il y a un peu de lumière, et puis derrière, hop, il y a un autre truc qui brille, et puis on la lâche, et puis on va sur une autre, et ainsi de suite, on risque de se prendre des portes de saloon, on risque de perdre notre argent plus qu'autre chose. Et inversement, à rester trop amoureux sur un projet, et puis plus jamais en sortir, c'est pas forcément une bonne solution. Donc, j'essaie de trouver finalement cet équilibre où, un peu comme à un moment donné, hein, et je le revis alors qu'on n'est même pas encore au cœur culminant, j'ai envie de dire, du bull run, c'est cette notion de, à un moment donné, l'argent n'a plus cette valeur. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, quand je reçois une paye, j'ai conscience, c'est 1500, c'est 1500. Mais là, des fois, je suis prêt à mettre 2000 sur un projet, et 2000, je dis, mais en fait, c'est même plus qu'une paye pour moi aujourd'hui. Donc, mais quand je suis à 50 000 en pourcentage sur mon portefeuille, en vrai, c'est pas tant que ça. Mais du coup, c'est essayer de finalement retrouver ce détachement-là sur certaines coins. C'est-à-dire dire, ok, je vais pas tout enlever parce qu'il suffirait que t'enlèves tout pour qu'ils partent. Donc, je laisse toujours un petit quelque chose. Sauf là, sur les petits projets, des fois, je vous dis, mais j'avais genre $100, $200. J'ai même, au pire, il fait x100, ça va pas changer ma vie. Donc, stop. S'il y a du momentum, un de ces 4, je reviendrai dessus, je reposerai une ligne, mais pour l'instant, il dort. Donc, je vais mieux aller rassembler toutes ces coins qui servent à rien, qui dorment, et aller sur un projet qui a du sens pour moi aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier point, trouver cet équilibre entre je m'attache trop et en même temps, je suis pas trop à lâcher les projets comme ça du jour au lendemain.
Et puis, le deuxième point, c'est ce que je disais, c'est pas subir les chutes parce qu'on n'est pas à 100% exposé. Et là, clairement, je l'étais. C'est-à-dire que j'avais 100% de mon capital investi. Et là, je regrette de ne pas avoir été peut-être investi, seulement 75% et avoir peut-être encore un 15% là, que je pourrais réinvestir maintenant sur des prix où clairement on est en solde, super solde, quoi. Et voilà, ça, c'est l'erreur que j'apprends sur ce début de boule et que je vais faire plus attention sur le reste en me disant de toute façon on va en retrouver des retracements, soyez-en sûrs, à 30%, et là cette fois-ci je serai au rendez-vous parce que j'aurai gardé un peu de capital. Je préfère aujourd'hui vendre quand c'est vert et me dire tiens allez prends un petit 10%, prends un petit 20%, s'accumule un petit bag et quand on retrace, boum, sur les projets intéressants, soit on vient consolider, soit on vient chercher des nouveaux projets qu'on a vus qui peuvent être intéressants, mais comme ça on est vraiment maître de la situation versus on doit récupérer des gains pour éviter une liquidation, où on est finalement dans la réaction à quelque chose et finalement on prend des décisions en plus au plus bas dans les prix qui sont les moins intéressants alors qu'on aurait pu le faire quand on était au vert là quand on a tapé la TH. Donc c'est clairement des fois où je me dis tu vois j'aurais dû m'écouter, peut-être encore plus écouter mon intuition parce que souvent des fois je m'étais dit putain t'aurais dû t'écouter sur ce point là. Mais bon, c'est comme ça, on apprend et puis de toute façon il n'y a pas besoin, et c'est peut-être aussi un dernier point que je vais aborder là, comprendre en fait que, et c'est ça peut-être aussi qui m'a aidé à lâcher les projets et à me concentrer plus sur certains, c'est de me dire on peut pas être de partout. Parce que clairement, après, on est dans le syndrome de j'ai manqué quelque chose. Et là, clairement, avec tous les médias, si vous suivez Twitter, etc., là, je commence tout juste à m'y mettre parce que j'avoue que j'avais un peu boudé Twitter et tout ça. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a énormément d'infos qu'on peut se tenir sur le marché. Donc, c'est un peu indispensable. Mais il faut toujours faire en sorte que ce soit Twitter qui soit notre service et pas nous au service de Twitter. Sinon, on se fait bouffer. Et là, on perd un temps infini. Mais ce que je voulais dire par là, c'est pour moi, il y a ces 3 points pour résumer finalement. Le premier point, c'est trouver un équilibre pour moi entre... je suis attaché à un projet et en même temps je suis détaché, et je pense que dès qu'on est dans un extrême ou dans l'autre il y a un problème. Donc c'est essayer, un peu comme on a ce détachement avec l'argent à un moment donné, de se dire ok à un moment donné et c'est là où je vais mettre peut-être le 3e point tout de suite parce que ça fait sens de le mettre là, c'est de comprendre qu'en fait des projets il y en a trop. Il y en a beaucoup et ça foisonne. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux. Vous allez en voir des tas. Et donc, la sensation de passer à côté ou de FOMO va venir obligatoirement pendant le bull. C'est évident. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, j'essaye de me guérir. Et c'est la stratégie que j'ai trouvée là en début de bull. C'est de me dire, tu peux pas être sur tous les projets. Et tu n'as pas besoin d'être sur tous les projets pour réussir. Parce que justement, l'erreur a été pour moi d'être sur trop de projets. Parce que du coup, c'est un peu comme les actions dans la réalité. Vous voulez mener une entreprise ou une action, atteindre quelque chose. Si vous partez dans tous les sens et que vous tapez 100 coups dans des endroits différents, vous n'allez avoir aucun résultat. Or, si vous êtes focus sur un point, vous dites ce projet, j'y crois, et peut-être cet ensemble de projets pour ne pas être surexposé, et vous faites de la rotation de bénéfices sur, etc. Vous jouez, vous investissez intelligemment les choses. Jouer, c'est OK. Et en fait, automatiquement, vous allez voir que vous allez atteindre beaucoup plus rapidement les choses. Et il suffit d'être sur le bon projet, ou en tout cas, il y en aura plein des bons. Quand tout va être vert, on aura l'impression que tous les projets sont bons. Ça dilue un peu ce que je dis, mais encore une fois, il suffit que vous ayez vraiment un sentiment fort sur un projet qui vous parle, vous vous dites, mais là, il y a toutes les cases qui sont cochées. Vous y allez avec la bonne façon, en petit à petit, pas tout d'un coup, pas all-in, un pourcentage réfléchi de votre portefeuille, etc. Ça, je ne le précise pas. Mais en effet, vaut mieux être là-dessus ou peut-être aller sur un 2e projet de cœur, etc., dans votre toilette, que de dire il y a celui-là, puis il y a celui-là, puis il y a celui-là. Moi, j'ai tendance à être un peu là-dedans, et après, du coup, me dire mais alors du coup, du coup, forcément, ça va diviser mon capital d'autant de projets qui pépitent. Donc, voilà, c'est de me dire aujourd'hui, sois rassuré, tu peux pas être de partout, mais là, j'ai vu qu'avec quelques projets que j'ai touchés, je suis bien en fait. Et peut-être mieux que si j'avais encore une fois dilué mon capital sur plein de trucs. Et le dernier point, c'est en effet de pas être complètement exposé au niveau de votre portefeuille et de garder toujours un 15% du cash. Comme ça, si ça retrace, vous êtes maître de la situation. En fait, vous n'êtes jamais en réaction au marché. Le marché fait ce qu'il veut. Vous, dans tous les cas, vous êtes content. Il monte, vous prenez. Il redescend, vous rachetez. Et vous avez à chaque fois la possibilité et vous n'êtes pas avec un portfolio qui est complètement bloqué. Et donc, du coup, vous êtes obligé de prendre des décisions, mais par nécessité. Voilà.
Je pense que tu viens de délivrer la clé du succès en fait pour réussir un bull run. Définitivement, ça me parle énormément. Je pense que j'ai juste envie de faire une toute petite parenthèse par rapport aux gains réinvestis parce que j'ai pris du temps à le comprendre. Moi qui suis fan de l'effet composé, mais des gains qu'on réinvestit systématiquement, c'est pas vraiment des gains en fait. Il y a des gains que vous devez aussi sortir complètement du marché, entre guillemets, pour vous dire, ok, quoi qu'il arrive demain, si le cycle est terminé, j'ai sorti cet argent-là. Et si c'est de l'argent significatif qui peut vraiment faire la différence pour la suite, et ben, ça vaut la peine en fait. Donc oui, avoir du cash de côté par contre, je pense qu'en fait ça aide psychologiquement. En fait, tout ce que tu viens de dire là, je pense que c'est pour te donner vraiment la chance d'avoir une bonne psychologie au moment de la baisse qui sera inévitable. Et là, je parle de la baisse correction, pas de la baisse bear market, quoique ça dépend si on est positionné sur un seul cycle ou plus longtemps. Mais effectivement, d'avoir moins de projets, des projets sur lesquels on a de fortes convictions, déjà c'est beaucoup plus facile à tenir pendant la baisse. Alors que si on a beaucoup de projets, il y a forcément des projets qu'on a moins eu le temps de creuser. Et finalement, quand ça baisse, on se pose la question, on se dit merde, putain, lui je l'avais pas trop creusé en vrai, j'avais fait confiance à tel influenceur. Et puis est-ce que c'est solide? Et puis je le vois systématiquement autour de moi, des gens qui achètent des coins des fois parce que ok, c'était la IA season. Et puis là, j'ai entendu parler de tel projet, puis je l'ai acheté, et puis là il vient de faire moins 40%. Comment tu le vis? Alors que si c'est un projet que tu comprends, que tu connais leur actualité, tu vois c'est quoi l'équipe derrière, c'est pas des gens anonymes, derrière tu peux avoir beaucoup plus de chances de tenir tes positions et c'est ça qui fait que tu vas réussir ton bull run, c'est que tu sois capable de tenir ces baisses-là. Et je pense qu'avoir de l'argent de côté pour être capable de racheter, ça aussi c'est un trick pour avoir une meilleure psychologie pendant les moments de baisse. Et puis une petite technique aussi que je veux partager, elle m'a été inspirée par Ian Darwin, par rapport à quand vous avez de la difficulté en fait à sortir de projets sur lesquels vous êtes positionné depuis longtemps. Je vois, très bonne technique. Sortez, vendez ces coins-là. Je veux dire, on n'a pas des frais. Alors après, s'il y a un truc, il faut faire attention par rapport à l'imposition, par rapport au pays où vous êtes et tout ça. Mais peu importe, imaginons que ça ne soit pas une problématique. Quand on sort de ce projet-là, est-ce que on a envie d'y re-rentrer? En fait, c'est vraiment, au pire, faites-le même, c'est un schéma mental, imaginez-le, vous sortez complètement de ces projets-là, est-ce que vous re-rentrez? Parce qu'en vrai, je me dis par exemple, ok, j'ai acheté tel projet, il a fortement corrigé dans la baisse. Si je ne le revends pas, je n'ai pas pris ma perte. Donc j'espère qu'un jour, il revienne là. Mais en vrai, ta perte, tu l'as pris. Que tu le veuilles ou non, le coin, il a descendu et ta perte, tu l'as prise parce que tu n'as pas encaissé les gains finalement que tu aurais pu faire à un moment donné. Donc si aujourd'hui tu sors, est-ce que ton $1000 est devenu $100 par exemple. Est-ce que ton $100, tu le remets dans ce projet-là? Si tu dis oui, parce que j'y crois toujours et je pense qu'il peut vraiment aller plus haut, alors laisse ton projet. Mais si tu te dis non, je pense que je le mettrais plutôt dans tel autre projet ou dans telle autre narrative qui m'a l'air plus prometteuse pour ce cycle-là, à mon avis, tu as ta réponse. Tu sais qu'il faut vendre ce projet. Il faut faire ton deuil de la position qui se clôture en négatif, mais qui va réallouer du capital, qui va libérer du capital pour pouvoir le repositionner ailleurs. Et c'est quelque chose. Et ça, c'est mon petit trick mental. C'est un trick que tu peux utiliser aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui vont avoir mis peut-être 200, 300 euros sur un même coin, je dis n'importe quoi, ça peut être plus, en fonction de leur capital, le pourcentage qu'ils veulent s'exposer, et puis ils se retrouvent avec, je dis n'importe quoi, 40 000, 100 000. Et là, est-ce que ces 100 000, je le remettrais là, à cet instant-là, sur ce même coin? Et là, potentiellement, encore une fois, si on n'est pas capable de répondre à cette question, en tout cas, si on répond par une non-réponse, c'est comme si on acceptait finalement de réinjecter cet argent-là, puisque c'est ce qu'on fait, si on le laisse sur le marché. Donc, c'est hyper intéressant, j'adore cette technique, en effet. Dans les deux sens, présenter ça nous des aide. Deux côtés, Et toi alors, Julien, dis-nous tout. Ouais, alors moi j'ai une approche un peu hybride finalement, un peu hybride entre le trading et l'investissement. Donc déjà, je pense que le plus important, c'est vraiment de se positionner en termes temporels. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je joue la crypto en mode c'est un fonds de portefeuille, c'est 2-3% de mon patrimoine, et puis on verra dans 20 ou 30 ans. C'est sûr que ça ne sera pas la même chose que moi, par exemple, qui fait vraiment de l'investissement sur du cycle, en fait. Donc moi, je vais vraiment timer les cycles. J'investis pendant les bear markets. Idéalement, je prévois, quand tout fonctionne bien, de sortir plutôt, on va dire, vers le top. Alors, on ne peut jamais timer le top, mais en tout cas, dans la montée, on va dire. Quitte à, justement, si je laisse passer le top, ça veut dire que ma stratégie, je l'ai appliquée et j'ai été capable de sortir avant.
plutôt que de redistribuer une partie des gains. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Et en fait, moi, du coup, pourquoi je dis que j'ai une approche hybride? Parce que d'un côté, je suis 100% investi, dans le sens que un trader, en fait, il va être tout le temps, il va passer d'une position cash à une position investie sur le marché. Et ensuite, il va cash out et il va reprendre des positions. Donc, il y a un cumul de positions. Moi, en fait, je pars du principe que la crypto-monnaie va s'apprécier et je veux tout le temps être exposé sur le marché crypto-monnaie. Donc, l'aspect trading, c'est plutôt sur le repositionnement des projets. En rebalançant régulièrement mon portefeuille, en me disant, OK, tel projet, il a fortement augmenté, tel autre que j'aime beaucoup, il n'a pas trop augmenté encore, mais là, il donne des signes de force. Donc, je vais prendre mes gains d'un côté pour les réinvestir de l'autre. Donc, c'est du trading, mais à aucun moment, je vais complètement sortir du marché. Parce que je considère qu'on est en cycle haussier et que je trouve que ce n'est pas nécessairement une bonne idée que de sortir maintenant. Alors, si je prends des gains, c'est autre chose, mais je ne sortirai pas en me mettant sur le côté, comme on dit, sidelined, sur le côté du terrain et en attendant de pouvoir rentrer au bon moment. Donc, c'est sûr que psychologiquement, la baisse, je l'ai vécu comme vous, ça a corrigé et j'étais à 100% dans le marché. Mais malgré tout, le fait de m'être positionné sur des bons projets, ça fait que là, je regardais dimanche soir. Moi, personnellement, mon capital est plus gros qu'il l'était la semaine dernière avant la baisse. Ok. Mais tu n'avais pas une poche de cash normalement? Tu n'avais pas gardé une poche de cash? Elle a été toute réinvestie, moi. Elle avait été réinvestie. Okay. Ouais, elle a été toute réinvestie. Alors Dommage. Après, moi, j'espérais que tu l'avais encore, cette poche de cash. J'aurais bien aimé aussi. Mais en fait, si tu veux, moi, je me connais. C'est-à-dire que, en tout cas, de plus en plus, j'apprends à me connaître en tant que trader et investisseur par rapport à ma psychologie. Et je sais que j'ai un peu de la misère à attendre. Donc, c'est pour ça que je me positionne très tôt sur les projets. Donc, d'une certaine façon, moi, je suis rentré tellement tôt sur mes projets que même avec la baisse qu'on a eue, je suis encore bien au-dessus de mon prix d'achat. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais donc, du coup, c'est ça que psychologiquement, tu te dis... C'est sûr que j'aurais pu avoir du cash, j'aurais racheté par exemple du render, je vais dire n'importe quoi, à $6. Ouais, mais si tu l'as acheté à 3, tu comprends? Il n'y a pas d'intérêt à sortir pour re-rentrer sur un prix qui était moins bon que ton prix initial, d'une certaine façon. Ou alors, tu supposes que tu peux prédire exactement les retournements du marché, mais ça, on sait qu'on ne peut pas le contrôler, ça. Donc, sachant pas finalement, là-dessus, j'ai aucun contrôle, c'est l'incertitude, je ne sais pas si demain, le marché va monter ou il va descendre. Mais la seule chose que je peux maîtriser, c'est 1, avoir des bonnes entrées et 2, être capable de faire tourner mon cash en m'assurant de jouer le momentum. Donc là, je vais revenir sur le momentum parce que tu en parlais, François, tout à l'heure. Ouais, moi, c'est vrai que c'est beaucoup ma stratégie. Je veux bien comprendre. Donc, je vais vous dire comment je vois le momentum. Ouais, vas-y. Donc, comment moi, je vois le momentum, c'est que, comme je vous disais, j'investis sur le cycle. Donc, on ne le sait pas au début quels vont être les narratifs qui vont fonctionner. Comme si on revient sur le cycle précédent, personne n'avait pensé que la DeFi aurait été aussi forte. En fait, on a entendu parler DeFi et déjà les 2 mois suivants, on était rendu sur une bulle incroyable avec des AV, des compounds, ça partait dans tous les sens. On a fait des multiplicateurs hallucinants. Si tu regardes les charts, c'est vraiment dingue. NFT, pareil, etc. Donc, quand on était en bear market, à ce moment-là, moi, j'avais aucune idée, comme personne, de ce qui s'en venait. On pouvait avoir des ressentis, on pouvait avoir des hypothèses, mais on ne savait pas ce qui allait fonctionner. Donc à ce moment-là, moi j'étais parti avec beaucoup plus de coins. Et ensuite, plus le bull run a avancé, plus certaines choses se sont précisées. Notamment, on sait que l'IA, clairement, c'est une des narratifs de ce bull run-là, parce qu'on voit aussi ce qui se passe sur les marchés traditionnels. On voit que par exemple, Nvidia a complètement explosé. Il y a fort à parier que Render, qui est un genre de Nvidia en mode crypto, il y a de fortes chances qu'il va monter. Et puis en plus, graphiquement, on regarde, on est sur une belle tendance haussière. Donc voilà, moi c'est le genre de projet que je recherche. Donc là je parle d'IA, mais il y a RWA, t'en parlais François tout à l'heure. RWA, on en parle de plus en plus avec BlackRock maintenant qui a lancé son ETF, qui a un projet de créer un nouveau stablecoin avec un certain reward qui sera donné aux investisseurs. Donc là on sait qu'il y a des partenariats par exemple avec Ondo qui est un projet sur lequel je suis positionné. On sait qu'il y a le DePIN, c'est tout ce qui est Render, Akash Network et compagnie. Donc là c'est vraiment le partage, on va dire, de ressources. Et puis après, il va y avoir, comme tu disais, Christian, j'aime bien cette idée, des coins qui sont inévitables, les coins d'interopérabilité, les coins de structure. C'est des coins que, voilà, d'une façon ou d'une autre, on va avoir une injection de liquidité dessus.
Donc, un peu comme toi, j'ai essayé d'identifier quels étaient les narratifs qui me parlaient. Parce que, par exemple, le gaming, j'aime bien, mais en vrai, j'y connais rien. Je passe pas tant de temps que ça à jouer. Je sais pas trop c'est quoi les jeux à la mode, etc. Donc, je vais pas me positionner sur cette narrative-là que je connais beaucoup moins. Donc, en fait, j'y suis positionné par l'intermédiaire de Immutable X, mais parce que c'est un projet, on va dire, touche à tout. Si le gaming marche, Immutable X va fonctionner, en fait. Peu importe le jeu qui va fonctionner. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire sur les trucs que je connais moins. Puis sur les narratifs qui m'intéressent, comme l'IA, ben là, je vais vraiment creuser et je vais vraiment essayer de déterminer quels sont les projets à fort potentiel. Donc moi, ça, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après, au début du bull run, j'étais beaucoup plus agressif sur mes positions. Donc ça, je l'en ai souvent parlé, mais je vais le redire parce que j'aime bien cette idée qu'on a trois, finalement, on va dire, personnes, trois profils en nous. On a donc le curieux, on a le prudent et on a le gambler. Et le tout, en fait, le secret, c'est d'avoir le bon état d'esprit au bon moment dans le cycle. Et quand on était plutôt en bear market début du cycle, pré-bull run, ben, j'étais plutôt gambler parce que c'était le moment de le faire. On avait une forte asymétrie en notre faveur. Les marchés avaient à peine commencé à décoller. Donc, c'était le moment pour prendre des paris. Pour moi, là, on est arrivé quand même à un point avancé dans le cycle. D'accord, on va en reparler peut-être après pour clôturer sur qu'est-ce qui s'en vient et tout. On a eu d'ailleurs une actualité intéressante aujourd'hui. On reviendra là-dessus. Mais donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on est assez avancé dans le cycle pour que je commence à transitionner vers le prudent. Et donc aujourd'hui, moi, je suis positionné uniquement sur des leaders de narrative. Ce que j'appelle une leader de narrative, ça veut dire c'est le projet le plus capitalisé dans une catégorie donnée de crypto-monnaie. Et donc, si cette catégorie continue de s'apprécier, eh bien, le leader devrait a priori s'apprécier également, peut-être dans une moindre mesure parce qu'il est plus capitalisé, mais il devrait s'apprécier. Et aujourd'hui, ça fait que je peux réduire mon risque tout en étant tout aussi finalement exposé sur ces catégories qui m'intéressent. Donc voilà, c'est un peu l'approche que j'essaie d'avoir. Du coup, moi, ma question, c'est comment... Parce que ça, c'est une vraie question. Vas-y. Comment tu sais... Parce que là, j'entends tes profils d'investisseurs, je comprends que tu vas passer en mode prudent, mais comment tu sais que tu peux timer bien le marché correctement? Parce que c'est là, moi, ma difficulté. Là, actuellement, je comprends le drop qu'on a eu. Ok, pas de problème. On devrait pouvoir remonter sur les ATH qui ont été faits. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis, même aller chercher un petit peu plus de gains. Mais quand tu sais qu'il y a certains tokens qui ont déjà fait des fois 100, fois 50, comment tu fais? Tu vois, à quel moment tu te dis c'est OK? Parce que tu vois, la même réflexion que tu as actuellement de dire j'ai perdu 50%, mais je les ai achetés 50% plus bas, pourrait très bien te ramener au bear market en mode du coup, j'ai pas pris mes gains, tu vois. Parce que tu vois bien qu'il y a eu des narratifs l'année précédente et il y a certains tokens, ils ont bien performé à un moment donné, puis après, on n'a plus entendu parler d'eux. Je prends l'exemple de Link, je prends l'exemple de la DeFi, en effet, sur la fin, avec Terra Luna qui s'est cassé la gueule. Il y avait des gens sur AAV, ils avaient fait plein de gains et il est monté à $700. Maintenant, il est à $90 et puis il n'y a plus personne qui en parle. Et pourtant, le truc, c'est une machine à cash. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a comme à un moment donné, en fait, ça va tomber. Et en fait, on ne sait pas si là, ça va se relever. Ou si le momentum va repartir. Et donc, du coup, comment tu sais que le momentum, c'est le bon moment de sortir de ce truc-là? Ouais. C'est une super bonne question. Bon, déjà, on ne sait pas... comment dire ? Non, on ne sait pas. Mais tu vois, quels sont tes indicateurs, toi, du marché qui fait que tu te dis, là, je vais prendre mes gains? Ouais. Alors là, au niveau, par exemple, j'ai envie de dire plein de choses. La première par rapport au niveau graphique, ce que moi je surveille, parce que tu sais que je suis un partisan de l'analyse technique. Moi, c'est vraiment, comme on dit, montre-moi la charte et je te donnerai la nouvelle. Tu vois, aujourd'hui, comme disait, je crois que c'est Paul Crypto Formation qui a repartagé encore ça. Oui, qui avait partagé ça. Moi, j'aime bien parce que là, on dit pourquoi ça a baissé. Est-ce que c'est le risque de guerre? Est-ce que c'est tout le contexte macroéconomique qui est sensible et tout? En vrai, tu trouveras toujours une raison à un mouvement autant haussier que baissier, tu vois. Ça, c'est une certitude. Donc, ce que j'essaie de regarder des trucs plutôt genre de l'ordre de Bitcoin a marqué un nouvel ATH. Pour l'instant, il n'y a que Bitcoin qui a marqué un nouvel ATH. Ethereum, Solana, si on prend d'autres cryptos très fortement capitalisés, n'ont pas encore atteint leur plus haut historique.
Là, je parle des grosses Solana cryptos. Il y l'a a fait des sur altcoins Market Cap. qui sont sur leur premier cycle et qui sont déjà, par exemple, Render, on en parlait Oui. tout à l'heure, ils Voilà. sont déjà sur des ATH. Mais si je regarde Ethereum, pour moi, Ethereum, qui est quand même le leader, on va dire, des alts, on est tous d'accord pour d'accord. dire ça, tant que lui n'a pas marqué au moins un minima, il a dépassé son ATH, bah, le cycle n'est pas terminé. Ou alors on est sur un cycle vraiment bizarre qui va s'étendre. Mais pour l'instant, Ouais, je suis c'est d'accord. plutôt l'inverse qu'on a comme information. Le marché il nous dit qu'il est pressé et que tout se passe plus vite qu'on a l'habitude. Donc je serais vraiment surpris que le cycle s'arrête ici. Donc c'est pour ça que je fais ce pari-là. Et après, si tu veux, moi je prends chaque cycle comme des épisodes Netflix. Un peu, tu vois, comme chaque épisode a son histoire. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit des coins qui ont très très bien performé sur le dernier, mettons l'avant-dernier cycle, qui n'ont pas du tout fonctionné sur le dernier cycle, tu vois, ou très brièvement. Parce qu'à un moment donné, ah mais vous vous rappelez tel projet, il était trop fort et tout, et c'est parti en fou. Donc je ne suis pas parti du principe que justement, ce qui a marché le dernier cycle va fonctionner ici. C'est pour ça que j'étais très sceptique sur certains coins qui avaient, bon, on peut parler de Chiliz, on peut parler de bien Polkadot, on peut parler de même AV, tu vois, qui est pour moi c'est un projet incroyable en DeFi et il se passe là, rien. ce que tu tu es vois. en train de dire, c'est exactement ça. C'est que le profil du gars de Momentum a vendu ses tokens et l'a vendu à potentiellement un gars value. Et la question, c'est est-ce que le gars value achète le projet ou pas? Et donc, c'est là où tu vas voir en fait si c'est un value. Tu vois, par rapport à la première question Au que tu me posais. niveau, tu disais tout à l'heure, et moi j'aime bien, j'utilise la même chose. Il y a 3 trucs que je regarde. Un, le fondamental, donc je veux quand même un projet qui soit solide. Mais pour vrai, c'est même pas le plus important pour moi. Après, il y a le chart, parce que le chart me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ça se voit que tu es Momentum là pour le coup. Et numéro 3, non mais vraiment, et numéro 3, Ouais. c'est le côté justement viralité d'un projet. Donc la psychologie. J'essaye d'avoir des projets qui soient sur leur premier cycle parce qu'on est en découverte de prix et donc du coup, il y a un côté en fait qui est dur à appréhender pour l'humain. Et en fait, mais comme tu disais tout à l'heure, ça prend une certaine prédisposition psychologique parce que c'est vrai que c'est difficile d'acheter un projet qui a déjà tellement augmenté. Il faut savoir qu'en fait, intuitivement, l'humain aurait tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à couper nos gagnants pour renforcer nos perdants parce que c'est plus facile psychologiquement la façon dont on est câblé à l'intérieur. Donc, j'essaye de lutter contre cette nature parce que je sais que par nature, l'humain, il est perdant sur les marchés. Donc, j'essaye toujours d'avoir cette approche un peu contrarienne, mais pas le contrarien qui te fait devenir fou. Tu dis, ah oui, mais donc je pense ça, donc c'est l'inverse de ça et tout. Non, je me dis, ok, je sais que naturellement, l'humain veut acheter quelque chose qui est plus bas et a peur quand quelque chose est plus haut. Donc, l'idée, en fait, je le dis souvent, mais si j'achète autre chose que du Bitcoin, j'accepte de prendre plus de risques. Donc, je veux que ma performance soit supérieure. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Je vais acheter du Bitcoin et basta. Donc, je veux des choses qui surperforment Bitcoin. Ça, c'est assez facile de voir si un projet, depuis le début du cycle, surperforme Bitcoin. Il y a des façons de le voir. Tu peux le regarder à différents horizons de temps. Tu peux voir, il y a plein d'indicateurs qui te permettent de le checker. Là, tu n'as pas peur d'acheter la patate chaude, tu vois. Moi, j'aurais vraiment peur d'acheter la patate chaude. Alors, encore une fois, après, il y a un timing sur le cycle. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'est pas rentré dans la phase parabolique, les coins, et je pars de cette hypothèse, que les coins qui ont bien fonctionné pour l'instant vont continuer de bien fonctionner. Personnellement, en portefeuille, je n'ai que des projets qui sont sur des ATH ou qui sont très proches de leur ATH. Personnellement, moi, ce que je trouve dangereux, c'est d'acheter un coin qui aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, est encore à 70% de son ATH. Dans ma tête, c'est un coin qui probablement va être comme les anciens coins de l'ancien cycle, c'est-à-dire qui, oui, va peut-être bien marcher, oui, va peut-être remonter à son ATH comme Cardano, par exemple, nous a fait la dernière fois, mais pour à mon avis, quelque chose qui sera moins extraordinaire, on va dire, qu'un nouveau coin qui arrive et qui casse tout parce que personne ne l'attendait. Tu ne regardes pas le fondamental, parce que si tu regardes le fondamental, il y a tellement de choses qui te mettent en indication qu'il y a certains coins qui méritent totalement d'être. Je suis d'accord avec toi, François, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Et moi, j'investis sur un cycle. Et c'est là mon approche trader. Le côté hybride trader, il est là. Il est sur ce positionnement-là. Et le côté investisseur, c'est je crois que la crypto va s'apprécier sur un cycle donné. Et après, oui, il y aura un prochain bear market, par etc. rapport à ta vision du marché crypto, tu vois, tu es le premier à parler que la crypto va modifier la vie de tout le monde. Et en fait, moi, je suis convaincu que le narratif IA ou narratif Real World Asset, oui, il y a certains tokens qui vont certainement modifier le monde, mais peut-être que celui qui va vraiment marcher n'est même pas né encore, tu vois. Tout à fait. Moi, je suis quasi convaincu que la plupart des tokens IA, on s'est juste empilé parce que c'est la spéculation. Ah, mais je te dis pas l'inverse. Mais tu vois, et du coup, je trouve qu'il y a
moi, j'ai l'impression qu'il y a mais peut-être que pas du tout, dans la manière dont tu vois la crypto, la vision que tu as long terme de la crypto et la manière dont tu investis en crypto, j'ai l'impression qu'elles sont décorrélées. Moi, de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que tu as une vision de la crypto où ça va changer le monde, mais tu achètes En fait, que je la comprends ce que tu veux volatilité dire. et le momentum. Cette vision, elle me permet d'être 100% exposé en crypto. Si je croyais pas à la crypto, je ne mettrais pas 100% de mon portfolio, de mon patrimoine dans la Bah, crypto. bien sûr. Donc Bien j'ai sûr. une forte Ouais, mais ça, on est conviction d'accord. dans la crypto. Après, mon côté trader, c'est entre guillemets des compétences que j'ai pu développer au travers des années. Et je sais que moi, c'est mon edge. Je pense qu'on a tous un edge. Alors par contre, ça suppose, effectivement, et là je vais revenir quand même sur le côté temporel, si tu veux surfer les narratives, il faut que tu sois quand même assez un peu tôt bon quand même. dans le Bah positionnement. oui, parce que c'est ça. C'est ce que Parce je que dis. si tu arrives après tout le t'achètes monde, au comme tu dernier dis, moment, tu vas te faire avec la taxe. Donc j'essaye, ça suppose de moi que je fasse beaucoup de recherches. Et effectivement, hein, je passe plusieurs heures par jour à regarder ce qui se passe. Alors j'utilise essentiellement Twitter, vous le savez. Je fais un peu de recherche aussi en regardant régulièrement quels sont les coins qui sont listés, quels sont les coins qui ont réalisé telle performance, et j'essaie de comprendre pourquoi tel coin a pumpé, il appartient à quelle narrative. J'essaie de regarder chaque semaine quelle est la catégorie qui s'est le mieux démarquée, est-ce qu'il y a une constante par rapport aux semaines précédentes, est-ce qu'il y a des cycles qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, il y a une recherche qui est faite de mon côté qui me permet de voir quelle est la narrative qui est là depuis le début, quelle est la narrative qui vient juste de commencer et quelle est celle qui commence à s'épuiser. Et donc, c'est grâce à cette information-là et par l'analyse graphique que je suis capable de surfer. Comme de la même façon, j'ai pu, à un moment donné, je suis sorti de l'IA en fait. Mais ça veut dire Et là, qu'à j'y suis terme, re-rentré. tu vas être investi sur quoi sur la crypto? À terme, tu vois, genre dans 5 ans, tu es investi sur quoi? Bitcoin. Moi, Ok, ce que je d'accord. fais en ce moment, j'augmente. Donc en gros, tu es juste augmenté ton bac de Bitcoin. Mon but, c'est ça. Mon but, c'est Ok. ça. Mais Mais parce alors que tu vois, après, non, mais parce que- entre non, mais les deux, c'est il y aura un important bear de le dire. market et je vais Tu vois sortir, la différence? je vais sortir du Oui. stable. Non, mais ok. Mais oui, ultimement- C'est parce que t'es cohérent. Mais Ultimement, Bitcoin, c'est la crypto la plus solide et qui résout tout de suite un truc. Après, je suis convaincu qu'il y aura d'autres projets comme Ethereum, je veux dire, clairement, où il y en a beaucoup d'autres. Ouais, mais là, ça fera le sujet d'un autre épisode. Il y a d'autres cryptos qui sont là pour rester. Mais aujourd'hui, le risque de dire ok, je pense que Render sera toujours là dans 10 ans. Tu vois, si tu mettais un gun sur la tempe et tu me dis là, tu achètes quelque chose que tu pourras pas vendre pour les 10 prochaines années, j'ai pas du tout le même portefeuille. ok, Mais le c'est fait ça que je suis en d'avoir, train de te dire, moi j'ai juste 5 positions en portefeuille, je peux sortir en 2 clics. C'est facile pour moi de sortir et c'est facile aussi pour moi de ne pas m'attacher à mes coins parce que j'en change assez régulièrement. Et ben ça me force en fait mentalement à me préparer à cash out. Alors, je comprends ton idée de surperformance du Bitcoin en allant chercher des performeurs du marché. Je le capte si tu l'as pris sur des bons prix, ça je l'entends. Même si je pense que la plupart des débutants vont plutôt acheter après, ça on l'a déjà dit. Mais je me pose la question quand même tu penses pas que c'est juste deux choses différentes, hein, on est bien d'accord, mais je veux juste t'amener à ce point-là que tu l'aies en tête, que tu te prendrais beaucoup moins la tête à te faire toutes tes rotations, à faire tous tes machins, à réfléchir à quelle narrative va pumper sur quel truc, à éviter les portes de saloon, à éviter la patate chaude, à éviter des risques qui sont considérables parce que c'est des nouveaux projets, tu sais pas, peut-être que le gars va partir avec la valise, peut-être que juste le narratif va s'estamper et puis que d'un coup en fait on va plus en parler. Comme Link, hein, je rappelle Link sur le précédent bull, rappelez-vous, il était monté tout en haut, milieu de boule, et milieu de boule après il est descendu avant tout le monde et puis il est resté sur ses points bas, et puis quand ça a droppé encore plus, il a droppé encore plus. Plutôt que d'acheter finalement une vision de la crypto qui va être fondamentale dans la structure des blockchains, où tu te dis, bah là ça se trouve j'achète un coin qui certes est loin de son ATH potentiellement, mais qui va délivrer une technologie, et que quand tu me fais les briques en fait de la crypto et des différents réseaux, tu te dis mais en fait c'est sûr et certain que dans 10 ans ça existe encore, et en fait ce que tu dis, François, tu peux acheter du Apple, tu vois, tu peux acheter du Apple. Si je reviens à tes pas 3 cher. points, François, sur ce que tu me dis là, la caméra est là. Ouais. Tu es en train de me dire que la case fondamentale est cochée, mais j'ai pas le côté viralité et j'ai pas le côté analyse graphique
où le chart, il me dit que les gens sont prêts à acheter du Atom ou sont prêts à acheter du Chiliz ou du ce que tu veux. Je ne sais pas si tu penses à ces projets-là, mais on va prendre Atom parce que je sais qu'on en a beaucoup discuté. Si, là c'était Atom. Là, Est-ce que Atom est un projet incroyable ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des projets de cet écosystème qui ont performé de ouf ? Oui. Ben, bien sûr. Mais pas Atom directement. Donc, est-ce que j'y crois ? Oui. Mais est-ce que j'ai mes 2 autres cases ? Non. Donc, c'est pour ça que je les achète. Pourtant que l'accumulation qu'il y a sur Atom est très intéressante. J'attends Breakout. J'ai pas vu Breakout. Okay. Moi, j'achète toujours des Breakouts. Il faut savoir qu'Atom, il est très particulier. Il faut pas regarder le prix, il faut regarder la market cap. Oui, parce que du coup, tu as une inflation de cochon. Mais là, on va pas rentrer dans l'inflation de cochon fait... en fait, si tu stacks ton Atom, t'es gagnant en fait, parce que tu récupères en plus le stacking des autres gars qui n'ont pas d'Atom. Donc moi, j'ai doublé mon stack d'Atom depuis, et puis en plus, à côté de ça, on parle pas des airdrops, où par exemple, tu as eu l'airdrop de TIA, tu t'es fait 10 000 balles, et ça, peu importe le nombre d'atomes que tu as. Tu fais bien d'en parler, parce que moi, c'est aussi un positionnement que j'ai eu depuis le début de ce bull run-là. J'ai décidé de ne pas faire de airdrop, parce que justement, je trouvais qu'il y avait un risque d'information, de trucs que moi, j'étais pas prêt à courir. Et je ne fais pas de stacking non plus. Donc, je sais que je manque des profits, mais c'est parce que ça me permet du coup d'avoir cette mobilité sur le marché et cette vélocité de changer de coin parce que je ne suis pas coincé. Alors, demain, il y a un truc qui change. Tu peux maintenant. Je peux sortir. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est des projets sur Atom qui ont créé ça, enfin, en tout cas au tout début. Puis maintenant, ça arrive là sur Ethereum avec le restaking. Mais le restaking, c'est arrivé sur Atom à la base. C'est Stride qui l'a amené. Et en fait, maintenant, tu peux transformer ton Atom en ST Atom directement à travers Stride et le revendre automatiquement. Donc ça, d'ailleurs, il faut faire attention parce que du coup, ça veut dire que les scammers qui n'étaient pas sur le réseau Cosmos vont beaucoup plus apparaître puisqu'il y avait un unbonding de 21 jours. Ce unbonding, il disparaît du jour au lendemain. Donc, hacker un compte Atom, Cosmos devient beaucoup plus intéressant. Plus possible. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Je comprends que le stacking t'amène. Mais tu vois, si tu réfléchis en mode long terme, tu te dis, je vais pouvoir timer à peu près le haut du marché quand ça va puer. Et moi, je suis à peu près convaincu que là, sur le coin qui est capable de faire x10, je pense qu'Atom en fait partie. Tu vois, je miserais pas un x10 sur un Tao, tu vois. Là où vous voulez rendre. Oui, non, tout à fait. Après... au boule maintenant. Il y a un côté aussi, François, je pense, quand tu es... C'est quelque chose que j'ai constaté. Parce que à chaque fois que ça baisse, personnellement, je sors mon petit calepin, mon crayon, et je note tout ce que je vois. Et en fait, une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on a des baisses, les investisseurs... Alors, nous, on ne fait pas partie de cela, parce que maintenant, on a compris que c'est plus dangereux qu'autre chose, que de sortir de position, re-rentrer, espérer racheter plus bas, tout ça. Ça, moi, je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça, parce que je l'ai fait. Mais par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens qui le font, et que ces gens-là, ils recherchent un peu le radeau. Tu vois, ils sont en mer, ça chahute, il y a des vagues dans tous les sens, et ils recherchent la petite barque qui flotte, et ils se jettent dessus. Et tu remarqueras que quand tu as un projet qui se montre particulièrement résilient sur une correction, voire même qui est vert, parce que des fois tu as des extraterrestres, genre CKB, qui était à 15%, quand tout le reste était à moins 20%, tu es comme what the fuck is going on. Comme Ondo l'a été aussi, et sur un coup de chance, parce que j'étais très fortement exposé dessus. En fait, en étant tout le temps comme ça d'actualité sur d'être sur des projets qui marchent bien, en fait, il y a tellement de gens qui veulent rentrer dessus que ces baisses-là, en fait, elles sont tout de suite absorbées. Mais il y a un moment donné, et les rebonds sont très puissants dessus. Ça s'essouffle à un moment donné. C'est ça que à un moment, ça s'essouffle. C'est pour ça que, comme je te dis, forcément, il faut le savoir. Je prends rien. Par exemple, en fait, il faut rien prendre pour acquis dans le moment. Moi, j'étais sur, comme après, je fais du rebalancement. Par exemple, là, si je reprends la correction, Ondo à un moment donné par rapport au coin qui m'intéressait, parce que maintenant je suis positionné, je peux le dire, j'ai une coin par narratif qui m'intéresse, donc j'ai 5 projets, parce que mon objectif c'est 5, comme Christian le disait tout à l'heure. Et mon Ondo a surperformé de 20% tous mes autres coins. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ces profits-là pour racheter du coup du render plus bas, pour racheter autres projets plus bas. Et donc de cette façon-là, j'ai fait des gains en étant sur une correction. Parce que j'ai accumulé plus de chaque coin et du coup, j'ai augmenté mon espérance de gain par rapport au potentiel que je pense qu'on peut aller chercher sur chaque projet. Donc voilà, c'est une mécanique qui peut être sensible. Il y a une ligne très fine à suivre parce que d'un côté, tu peux tomber trader et du coup, porte de saloon, comme on disait, et acheter les derniers objets brillants à la mode. C'est pas ça non plus que je fais.
mais j'essaye d'y aller vraiment avec la viralité en l'anticipant au maximum, mais en même temps j'attends qu'elle soit assez confirmée et en sortant avant que ça soit le côté complètement fou. Comme typiquement sur les meme coins, je pense que j'ai bien réalisé ça. Je suis rentré assez tôt sur PP. Totalement. Est-ce que j'ai laissé des gains? Bien sûr, je suis sorti à Bien PP sûr, après un x2 alors qu'il a fait un x7, mais j'ai Ouais. fait un x2 en 24 heures. Donc ça se prend bien, Ouais. tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Et après, j'ai surfé un peu le truc. Bon, on a eu Miro, on a eu machin, on en a parlé, on a vécu ça ensemble. Mais après, à un moment donné, je sentais que ça s'essoufflait, qu'on partait vers autre chose. Je suis sorti complètement des meme coins. Et là, j'ai pas prévu d'y re-rentrer. À moins que voilà, les choses changent, je suis prêt à m'ajuster. Mais voilà. Donc, c'est l'idée. Ok. Donc, Ouais, je comprends. tout ça pour dire qu'on ne vous donne absolument pas de conseils en investissement. L'idée, c'était de vous exposer tout simplement nos stratégies. Comme vous voyez, elles peuvent se ressembler à certains égards et en même temps, elles sont différentes. Donc, le but, Clairement, vous je l'aurez pense que compris, là, c'est de trouver... Le débat a été ouvert. Hein. Le débat est pense ouvert. On vous invite à trouver une stratégie qui fonctionne pour vous. Et le but, c'était, on l'espère, peut-être que vous allez dire, tiens, telle approche de Christian, je la trouve intéressante. L'histoire de valeur de François, ça me parle bien. Le côté trading de Julien, peut-être que ça me parle parce que j'ai besoin que ça bouge. Donc, vous devez trouver quelque chose qui fonctionne pour vous et qui va surtout vous permettre de passer au travers du bull run. Et le bull run, c'est pas que des bougies vertes, c'est aussi des bougies rouges, comme on l'a dit. Donc, c'est surtout là que vous ferez la différence, en fait, en étant fort sur vos positions et vos convictions pour pouvoir donc naviguer au travers de tout ça. Ouais. Donc, Tu voulais peut-être pour parler finir d'une news l'épisode... Tu voulais parler d'une news non, Ouais, du marché, pour finir l'épisode, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a une nouvelle qui est tombée, c'est que Hong Kong a approuvé ses ETF spot, non, j'ai pas encore vu. non seulement Bitcoin, mais également Ethereum. Mais Et donc ça y est, Ethereum aussi c'est officiel. Stylé, ça. Ouais, ça c'est assez stylé. Et donc je Ça, c'est pense stylé. que... Et tu vois, c'est arrivé beaucoup plus vite que beaucoup de gens le pensaient. Donc voilà, est-ce que ça va inspirer les États-Unis? Ça peut pousser le marché un peu plus rapidement. Ça peut pousser le marché. J'avoue que moi, je m'attendais à ce que ça soit le top du marché quand les futurs spots Ethereum arriveraient. Donc on verra. C'est la question que je voulais vous poser. En 1 minute, on refait un tour de table. Le but, c'est pas de relancer un autre épisode. Non. Mais si on devait laisser les gens qui nous écoutent, les auditeurs, on va dire sur une vision en termes de combien de temps il nous reste, on va dire, sur ce cycle, et qu'est-ce qui pourrait potentiellement marquer la fin du bull run. Toi, François, tu pensais moi, je pensais à la base ETF ETH, qu'on commence à avoir des produits un peu dérivés spécifiques pour les investisseurs classiques sur Ethereum, qui ont en plus une narrative sur la partie que Bitcoin ne propose pas de rendement, parce que tu as un rendement spécifique grâce à la preuve d'enjeu. Je pense que ça peut être vraiment un top de marché selon moi. Donc à voir. Mais du coup, si tu me dis qu'il y a déjà est-ce que ça sera autre chose? Est-ce que finalement les États-Unis vont tirer un peu la langue pendant un temps pour... Parce que moi, c'était ça. J'imagine... Normalement, ça devait être à valider en mai pour les États-Unis. Et je me disais qu'ils allaient avoir du retard quand même avec Bitcoin et que ça allait retarder et que ça allait nous amener vers fin d'année pour valider le truc. Je pensais peut-être avoir aussi un double top sur le marché. Un premier top septembre-octobre et puis un dernier top novembre, décembre, janvier, quelque chose comme ça pour dire les choses. Donc, moi, je donne une fenêtre de 9 mois sur ce marché. Ok. Toi, Christian, comment tu vois ça? C'est très compliqué, j'avoue. Moi, en tête, j'ai la target des 100 000, des 6 chiffres sur Bitcoin. Je pense que ça sera un bon indicateur. À partir de là, je serai extrêmement vigilant. Peut-être cet été, ça. Après, je sais que ça a tendance à se déverser dans les altcoins, donc après, il faudra être... Moi, de toute façon, aujourd'hui, j'essaye de plus être dans le syndrome du bon élève et de me dire, de toute façon, on ne peut pas avoir raison tout le temps. On ne peut pas prendre le plus bas et on ne peut pas prendre le plus haut. Mais il faut avoir des plans avec ça. Donc, ça sera de sortir, même si c'est trop tôt, tant pis, mais au moins être sûr que je repars avec l'objectif que je me suis fixé. Quitte à repartir plus tôt que prévu, mais après, ouais, j'ai pas un signal précis qui va me faire dire aujourd'hui, c'est la fin du bull. Ok. De toute façon, on sent quand ça pue. Je pense. Vraiment, par rapport au cycle précédent, quand on a déjà vécu des cycles, on sent quand ça pue, réellement. Ouais, on sent quand ça pue. Je pense aussi c'est justement de bien s'entourer parce que quand on est tout seul avec sa psychologie, des fois justement, après coup on dit merde, les indices étaient là, mais j'ai pas su les voir. Moi de mon côté, depuis le début, je pense qu'on va avoir un bull run un peu express. Tout est monté très vite, beaucoup trop vite à mon avis.
Je pense pas qu'on sera sur les mêmes timelines qu'on était habitué, mais je pense pas en même temps qu'on aura un bear market qui sera aussi violent aussi que ce qu'on a connu. Parce que la phase de distribution, quand tu as des mastodontes comme BlackRock et les autres, ça ne se passe pas de la même façon, ça ne se passe pas sur la même temporalité. Je pense quand même qu'on aura une phase euphorique avec le retail investor qui va rentrer, mais ça se passera plutôt sur des petites altcoins. Alors je ne saurais pas dire quel événement va vraiment marquer le truc. Je pense que ça arrivera comme à chaque fois sur une bonne nouvelle et sur un moment où tout le monde pense que c'est impossible qu'on corrige. À ce moment-là, c'est clair qu'on va beaucoup plus haut et finalement on va tous se faire surprendre. Donc mon but c'est de sortir bien avant tout ça. Idéalement, au niveau graphique, j'ai quand même quelques projections, quelques objectifs, on va dire. Et après, ça va être surtout de DCA out, parce qu'on parle beaucoup du DCA in, mais moi j'aimerais bien faire du DCA out pour sortir de ce cycle. Donc à partir d'un certain moment, donc par exemple, ETH passe un nouvel ATH, Ethereum passe un nouvel ATH. À ce moment-là, décider par exemple, ok, je vais être sorti complètement pour le 1er octobre, je dis n'importe quoi, il reste tant de semaines, eh bien je sors un petit pourcentage chacune de ces semaines-là pour m'assurer d'avoir vraiment sorti des gains. Et je ne réinvestis pas ces gains-là, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, je les sors complètement pour pouvoir en faire autre chose après ce cycle-là. C'est une très bonne idée, ça. Donc, on espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à mettre un petit like sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis à nous laisser vos commentaires. Donc si vous avez des questions, que ce soit spécifiquement pour l'un de nous ou des questions plus générales, on prendra le temps de tous vous lire et bien sûr de répondre à chacun d'entre vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous aussi dans le lien. Il y a toujours le tous les liens sont là. On a toujours la partie audio. Donc là, c'était cool de repartir la machine. On va enregistrer sur une base beaucoup plus régulière. Donc voilà, vous allez voir ça. Probablement un par semaine. Je pense que c'est l'objectif. Je pense que ce serait on va pouvoir s'y mettre. Et puis, on vous souhaite surtout coup qu'on a une très deux bonne petits semaine. épisodes qu'on a déjà enregistrés, donc on pourra. Mais on va essayer d'être aussi. Mais on va essayer d'être plus à dans jour. le timing. Ouais, c'est ça. Plus à jour sur l'actu, surtout quand on vous parle de crypto. Après, vous savez aussi que l'intention, c'est pas que vous de parler de crypto. On va ouvrir sur d'autres débats. On a plein d'idées d'épisodes pour des sujets plus larges aussi. On parlera toujours de finance, vous l'avez compris, mais pas spécifiquement de crypto tout le temps. Donc voilà. Si le programme vous plaît, comme je vous disais tout à l'heure, on vous laisse vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Salut tout le monde.